Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Nous sortons des marchés cotés pour nous intéresser à l'industrie du venture capital, le capital qui finance l'aventure des entreprises et de l'innovation. Et nous en parlons avec Catherine Boule, qui est managing partner chez Carista. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Déjà une longue existence pour Carista, c'est près de 25 ans d'existence quand même dans l'industrie du VC. Focalisé alors sur le digital, bien sûr, la deep tech à travers la défense et le spatial. On avait reçu Olivier Dubuisson, partenaire également, qui était venu nous parler de cette thématique du space, notamment. Vous, c'est la santé, c'est ça, Catherine ? Moi, c'est la santé. C'est votre verticale et votre dimension. Alors, la santé que vous définissez effectivement comme la health tech, qui est l'univers d'investissement qui vous intéresse aujourd'hui. Digital health, health tech, avec le constat que, oui, la tech et la santé sont deux mondes qui convergent de plus en plus, mais de plus en plus, notamment depuis la période Covid, c'est ça, Catherine ? Alors, en réalité, avant ça, puisque nous, on a fait notre premier investissement dans ce domaine-là en 2006, donc le terme n'existait pas, de la santé digitale, mais dans une société qui s'appelait Volantis. Mais oui, il y a une accélération nette du sujet, notamment en Europe, pendant et puis après le Covid, où tout d'un coup, on s'est dit, finalement, le digital pourrait résoudre un certain nombre des problèmes de notre écosystème de soins. Notamment parce qu'on peut parler à distance, et donc le virus a souligné ça. Mais en fait, c'est une tendance de fond qui existe depuis plus longtemps que ça aux États-Unis et qui s'accélère vraiment. Qu'est-ce qui caractérise ce segment de la santé, champ d'investissement évidemment très très vaste. Donc je comprends qu'on n'est pas dans la biotech, c'est pas un fonds biotech aujourd'hui en tout cas. Qu'est-ce que la tech apporte à la santé ? Qu'est-ce que vous observez comme transformation et comme création de valeur avec cette alliance de la tech et de la santé ? Quels sont les nouveaux modèles aussi qu'on peut peut-être imaginer ou qu'on peut constater avec l'alliance de ces deux dimensions ? Peut-être un pas de recul. Ce que nous on appelle la health tech, donc c'est ce qu'on peut aussi appeler la santé digitale et les équipements médicaux, la medtech, et tout ce qu'il y a entre les deux, ou à la convergence des deux mondes. Et en réalité, le digital, maintenant, dans le domaine de la santé, est partout. À l'hôpital, chez le patient, chez le médecin, dans les laboratoires pharmaceutiques, en ville, dans les centres de radiologie, etc. Donc on collecte énormément de données, comme jamais on a collecté de données auparavant. Et ce qui change par rapport à il y a quelques années, c'est que ces données, d'abord, on arrive à les collecter, on les met quelque part dans un nuage, et maintenant on essaie d'en faire quelque chose pour soigner les gens mieux, donc en étant plus efficace dans les traitements, mais aussi pour essayer de rendre l'écosystème de soins le plus efficace, plus efficient, peut-être moins coûteux. Qui sont des sujets globaux, partout dans le monde, on a cette problématique qui s'accélère avec le vieillissement de la population, donc les maladies chroniques, etc. Et donc la health tech, la santé digitale peut être une des réponses. C'est pas la seule, il faudra continuer d'avoir des médicaments, évidemment. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est toutes ces technologies du digital qui sont déjà très diffusées dans d'autres industries, finalement arrivent chez les médecins qui ne se parlent plus par fax uniquement, qui font maintenant des choses un peu plus numérisées. Ouais. Et on peut aussi utiliser, évidemment, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle partout. En santé, c'est la vraie révolution de ces dernières 24-36 mois, avec des applications qui naissent tous les jours. Évidemment, il faut faire ça avec une certaine rigueur, précaution et rigueur, mais en tout cas, on sent qu'on a des moyens, des outils de rendre le médecin et son staff plus efficaces auprès du patient. C'est tout le parcours du patient qui est en train d'être, entre guillemets, digitalisé, mais transformé par l'arrivée du numérique et des technologies numériques dans la santé, c'est ça ? Exactement. Alors, le numérique, les capteurs, aussi tout ce qui est un peu well-being, donc les montres connectées, les choses comme ça, on capte énormément de choses. Et puis, la capacité des équipes médicales et cliniques à utiliser ces données au quotidien pour prévenir des rechutes, pour mieux doser ou orienter le patient sur des types de traitements. Donc on est sur le parcours du patient, on est sur comment aussi développer des équipements médicaux plus personnalisés, en utilisant l'imagerie, en utilisant évidemment l'IA, comment développer plus efficacement des molécules, parce que finalement on fait plein de choses en simulation numérique et on va chez la souris beaucoup plus tard. Et on raccourcit le temps de développement et les coûts. Et donc vous investissez
C'est des boîtes de services, du coup, beaucoup plus orientées services que de la biotech, par exemple. Alors nous, on reste des investisseurs en capital qui n'apprécient pas trop le service, en tout cas pas uniquement. Et on a des sociétés avec des vrais produits qui sont des solutions numériques ou mixtes, équipements et software, hardware et software, qui peuvent avoir un volant de service, mais dont la valeur, elle est vraiment dans des modèles de vente à l'hôpital, de vente aux médecins, ou même des modèles de remboursement. C'est quoi une aventure? Parce que j'aime bien traduire venture capital par le capital de l'aventure. C'est quoi là, les aventures qui vont transformer le monde de la santé, Catherine? On en a financé plusieurs, je pense, qui sont des belles illustrations. Je pense qu'une des sociétés qu'on aime beaucoup et qu'on soutient depuis quelques années s'appelle Incepto Medical, qui est une plateforme. On appelle ça le Netflix des apps d'IA en imagerie. Donc l'idée, c'est vraiment ça, une plateforme qui propose aux centres de radiologie ou aux hôpitaux différentes applications d'IA pour les différentes modalités ou les différents organes ou pathologies. Et donc c'est un bouquet d'IA qui est proposé au centre et qui peut permettre de gagner du temps sur le triage des patients, trouver l'endroit où il y a la tumeur, etc. Et aujourd'hui, ils sont leaders en Europe. Ils ont ouvert boîte française. Boîte française, basée à Paris. Ils ont ouvert le marché américain et ça commence à bien se passer aussi aux États-Unis. Et je pense que c'est une très grande ère qui s'ouvre avec une très grande profondeur de marché et beaucoup d'efficience à gagner pour les radiologues avec ces outils d'IA. Un autre exemple, peut-être, une société qui est dans le domaine de la cardiologie. On est plus sur la télésurveillance, une société qui s'appelle Implicity, et qui a développé une solution qui permet de récupérer les données, encore une fois, collecte de données, chez les patients qui ont des équipements médicaux implantés. Donc, on parle de pacemakers et défibrillateurs. Pour être plus près du patient, c'est quand même difficile. Et donc, ces données, aujourd'hui, tous les guidelines montrent qu'il faut les suivre pour bien suivre son patient et éviter des effets secondaires de type infarctus ou AVC, quand même. Or, les médecins n'avaient pas, jusqu'à Implicity, la capacité de le faire facilement, parce qu'il fallait à chaque fois se connecter sur le site du constructeur du device en question, récupérer les données qui n'étaient pas exactement les mêmes, etc. Et là, Implicity a finalement structuré, intégré, organisé tout ça pour que ce soit plus simple. Grâce à ça, ils ont démontré qu'ils pouvaient suivre les patients et être plus efficaces dans leur suivi, et donc éviter ces effets type infarctus AVC, et ils ont obtenu un remboursement et un new standard of care en France. Donc c'est une société qui est aujourd'hui très successful commercialement en France. Deux questions, effectivement. Votre terrain de chasse est européen. Est-ce que c'est un joli terrain de chasse pour sourcer justement des entreprises dans la health tech aujourd'hui? Et est-ce que dans cet univers de la health tech, comment se déroule le processus de création de valeur? Est-ce que ça se fait plus vite? Est-ce que c'est plus certain? Jamais rien de certain dans l'investissement. Ça reste une aventure. Mais ça reste une aventure, parce que c'est une aventure qui est mieux balisée peut-être que d'autres, Catherine. Alors oui, on investit aujourd'hui en Europe, partout en Europe géographique. Il y a énormément d'opportunités en Europe, assez peu de fonds capables de les adresser, donc on a beaucoup de chance. Un problème d'offre. De ce point de vue-là. En ce qui nous concerne, notre équipe, c'est suffisant comme terrain de chasse. En revanche, les sujets qu'on adresse sont des sujets globaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas un problème de suivi des patients qui ont des maladies cardiaques qu'en France ou en Europe. C'est un sujet aussi aux États-Unis, en Asie. Donc, c'est des sociétés qui ont vocation à s'internationaliser rapidement, et on essaie de les y aider d'ailleurs. Donc ça, c'est la première chose. Le sujet un peu de l'Europe, quand même, c'est que c'est potentiellement 28 ou 30 pays différents avec des accès au marché différents, donc assez compliqué. Donc on a des discussions régulières sur à quel moment faut-il aller aux États-Unis. Certes, c'est pas simple, mais le marché est tout de suite plus profond. Donc ça, c'est vraiment nos sujets d'entreprises européennes. Je pense que c'est pas que en santé. Et vous les incitez du coup à aller le plus vite possible aux États-Unis sur un marché global unifié où tout le monde parle la même langue, avec la même réglementation, peu ou prou? Ça dépend, j'ai envie de vous dire, mais oui, on est quand même très attirés. Après, il faut les moyens d'y aller. Il faut le faire de la bonne manière et au bon moment. Et souvent, c'est quand même bien d'être un peu solide sur ses appuis, et notamment dans son marché domestique avant de commencer à aller dans d'autres marchés. Mais évidemment, le marché américain reste le premier marché dans le domaine de la santé. Il est aussi là où sont les acheteurs ou les investisseurs aux poches profondes. Donc ça reste un peu un passage obligé assez rapide pour ces entreprises. Sur le processus, ça rejoint d'ailleurs l'idée du processus de création de valeur. Est-ce que c'est un univers, la health tech, où les choses vont plus vite de ce point de vue-là?
Alors oui, pour ce qui est des entreprises qui sont notamment uniquement basées avec du software, des logiciels, on arrive à être plus rapidement au marché, on arrive à être plus rapidement rentable. Et donc ça offre des opportunités, notamment pour nous, investisseurs, de sortie qui sont peut-être plus compliquées à envisager dans des sociétés de medtech, on va dire implantables, ou de biotechnologie pure, qui sont les fonds de private equity, qui deviennent des acquéreurs assez naturels au moment de la rentabilité. Ouais. Dès le premier euro investi, vous avez en tête la stratégie de sortie aujourd'hui sur un investissement? Normalement, sur une compagnie en portefeuille, ouais. Donc dès le premier euro investi, on a un plan. Après, est-ce que le plan se déroule comme prévu? Pas complètement à chaque fois, mais oui, en tout cas, on essaye de se donner une idée sur le temps qu'il nous faudra pour arriver à cette sortie, et puis combien d'argent aussi il faudra lever, parce que sinon c'est compliqué de nous allouer suffisamment d'argent au fil du temps. Et c'est vrai qu'on est content de voir qu'il y a une nouvelle voie. D'habitude, on a les acquisitions industrielles. Usuellement, l'introduction en bourse, voilà, qui est J'ai connu le temps où la bourse était aussi une option, mais bon, en panne en ce moment, on va dire ça comme ça. Et de votre point de vue, et je l'ai bien compris, visiblement la bourse ne fonctionne plus correctement. Mais bon, ça fait un petit moment que c'est compliqué. Ouais. Et puis la troisième voie, donc il faut s'ouvrir les fonds maintenant de private equity, donc plus classique. Un mot peut-être aussi de ce que vous observez aujourd'hui dans l'industrie du VC, cette partie spécifique du capital privé, du capital innovation ou aventure, Catherine. Le choc des taux 2022, etc. On a beaucoup décrit ces phénomènes-là et le fait que l'argent soit un peu plus rare et plus cher aujourd'hui. Est-ce que votre industrie s'est adaptée à cette donne? Ou est-ce qu'il y a encore un rééquilibrage nécessaire? Non, l'environnement est quand même très compliqué depuis 3 ans maintenant. Donc, vous avez parlé des taux, c'est le point déclencheur. Je pense que la situation géopolitique n'aide pas. On espère que ça s'améliorera en 2026. On est en décembre, donc on a encore le choix de dire ça. La réalité, c'est que la chaîne du financement, et c'est pas que dans le venture, en l'occurrence, c'est dans malheureusement un peu toutes les classes d'actifs, est un peu grippée. Les asset managers ont moins de liquidités à allouer ou ont moins envie d'allouer de la liquidité au private equity en général et au venture en particulier. Et donc les fonds soutiennent plus longtemps les entreprises que prévu. Et donc, avant de refaire des deals nouveaux, des investissements nouveaux, se pose vraiment la question de savoir si ils ont la capacité de le faire. Donc, il y a moins d'investissements. Au global, moins d'opérations qui sont réalisées. Donc, ça, c'est quand même compliqué. C'est-à-dire que moins de fonds, moins d'opérations, moins de start-up financées. Et par définition, les start-up sont quand même assez rarement rentables. Donc, ça amène à pas mal de sociétés qui sont en difficulté. Mais quand même, on peut considérer qu'il y a quand même des opérations. Les opérations qui se font sont souvent des opérations avec des gros montants. Donc, pour essayer de limiter ce risque, les fonds syndiquent des gros tours. Donc, c'est plutôt des grosses opérations qui se font, moins nombreuses, mais plus grosses. Et puis, on espère que quand même, à un moment donné, ça va se remettre en marche. Mais voilà, c'est sûr que c'est pas facile en ce moment de lever des tours d'investissement en amorçage. Un environnement qui reste relativement adverse, on l'aura compris. Merci beaucoup, Catherine. Catherine Boule, managing partner chez Carista, qui était l'invitée de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir.